On disait que la poussière de Ketubasa collait aux pieds comme un destin. Chaque matin, avant même que le soleil ne perce l'horizon, Adana s'avançait sur la route de terre rouge. Un panier de récolte sur la tête, le regard calme et droit, comme si elle marchait non pas vers le marché, mais vers quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Le marché s'ouvrait lentement, comme une bête paresseuse. Les femmes étalaient les ignames, les feuilles et les arachides sur des nattes tressées. Le bruit des calebasses, des marchandages et des rires secs des commerçantes remplissait l'air. Adana, elle, ne riait pas souvent, non pas par froideur, mais parce que la vie lui avait appris que le silence protège mieux que les mots. Baba Shinedou, son père, était un homme de jadis, au dos courbé comme le bois de son ancienne houe. Ses cheveux grisonnants, son regard parfois vide, mais sa dignité restait intacte, même dans la pauvreté. Chaque matin, il disait simplement « Reviens », avant que le soleil ne devienne trop haut. Yémissi, sa mère, gardait toujours ses herbes médicinales dans un panier tressé, près du feu. On disait qu'autrefois, elle guérissait les blessures que les hommes n'osaient pas montrer. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux voyaient loin, trop loin parfois. Abeni, la petite sœur de 12 ans, suivait Adana partout, avec l'innocence de ceux qui n'ont pas encore compris que le monde peut rejeter sans explication. Adana, différente sans jamais le dire. Les filles de son âge rêvaient de pagnes neufs, de bracelets de cuivre, de caravanes vers la grande ville d'Oladu. Elles se parlaient d'amour, de promesses et de rires partagés au bord du puits. Adana, elle, rêvait en silence, non pas d'un homme, mais d'une vie où l'humiliation ne se transmet pas de mère en fille. Elle ne défiait personne, ne cherchait pas la grandeur, mais sa démarche droite dérangeait. Les gens supportent la pauvreté, mais pas la dignité chez les pauvres. Et pourtant, ce matin-là, alors qu'elle s'installa près de la pierre des voyageurs, où les caravanes faisaient halte avant de reprendre la route, quelque chose changea dans l'air, une légère tension, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Adana ne le savait pas encore, mais ce chemin qu'elle foulait chaque jour, ce même marché où elle vendait pour survivre, allait devenir le premier témoin de sa légende. Le soleil commençait à chauffer la poussière rouge, faisant miroiter la route comme une longue lame de cuivre. C'est à ce moment-là qu'elle arriva, Moronkeji. Elle marchait comme on marche pour être vue. Pagne aux couleurs criardes, cheveux tirés avec soin, les hanches exagérément balancées, chaque pas semblant dire « Regardez-moi, je ne suis pas comme vous ». Elle s'arrêta devant l'étal d'Adana, un sourire trop brillant accroché au visage. « Adana, toujours au bord de la route, à vendre des feuilles ?» dit-elle en ajustant ses bracelets comme une reine de théâtre. Adana ne leva pas immédiatement les yeux. Elle répondit sans méchanceté, mais sans soumission. « Et toi, toujours à marcher comme si le monde attendait ton passage ?» Une tension légère, fine comme un fil invisible, s'étira entre elles. La vanité comme armure. Moronkeji ricana, puis lança, haussant la voix pour que tout le marché l'entende. « Aujourd'hui, la caravane de la cité passe. Mon homme y est. Il conduit la charrette du prince lui-même. Quand elle arrivera, je partirai vers la ville. La vraie vie commence là-bas. » Quelques femmes autour cessèrent de trier leurs feuilles, intriguées. Une caravane du palais. Ici, Moronkeji continua, les yeux brillants de fierté. Je ne finirai pas mes jours dans la poussière comme celles qui vendent des ignames jusqu'à ce que leurs mains se fendent. En ville, je serai quelqu'un. Et les mots qui marquent une fracture. Adana leva lentement le regard vers elle, calme, posé, et dit une phrase qui resta dans les esprits comme un écho tenace. Si je deviens riche, je ne laisserai pas ma famille derrière moi. À quoi sert un trône, si ta mère meurt encore dans la poussière? Le visage de Moronkeji changea. Son sourire se figea, ses yeux se durcirent. Pour la première fois, elle perdit la majesté de façade qu'elle portait comme un voile. Mais avant qu'elle ne réponde, un grondement sourd monta de la route. Les caravanes approchaient. Des sabots, des roues, des voix d'hommes
et une poussière épaisse, comme un rideau qui allait s'abattre sur leur destin. Le bruit des sabots et le grincement des roues grandissaient, soulevant un nuage de poussière dense qui avalait peu à peu la route. Les enfants du village coururent en criant, comme s'ils annonçaient un événement sacré. Ils arrivent. Les tambours du roi. Les femmes cessèrent de vendre. Les hommes se redressèrent, même ceux fatigués par les années, car une caravane royale n'était pas un simple passage. C'était un présage. En tête du convoi, un homme mince, haut sur un cheval noir, droit comme une lance. Gombo l'éclaireur, porteur de la parole royale. Il ne souriait jamais. On disait que sa voix n'était pas la sienne, mais celle du roi parlant à travers lui. Il mit pied à terre. La poussière retomba lentement autour de lui, comme un rideau qui se lève sur une scène nouvelle. Puis, déroulant un rouleau de cuir, il parla d'une voix claire, sans émotion. Par ordre du roi Oba Adetokunbo, toutes les jeunes filles en âge de mariage sont convoquées demain au palais de Ketubasa. Celles qui refuseront verront leur famille bannie du village. Personne n'osa respirer. Une tension glacée traversa le marché. Quelques jeunes filles sursautèrent. Pas de joie, mais de peur. Moronkeji, elle, sourit, le menton levé, déjà imaginant son entrée au palais, se voyant reine avant même d'être appelée. Elle glissa à Adana d'un ton suffisant. « Tu vois, on nous appelle vers notre destinée. Certaines vont enfin quitter la poussière. » Mais une vieille voix murmura, tout au fond du marché, près des jarres d'eau, Mama Folake, vieille commerçante aux yeux qui voyait entre les lignes du destin, murmura sans approcher. Quand un roi convoque les vierges, ce n'est pas toujours pour un mariage. Parfois, c'est pour un sacrifice. Personne ne l'écouta vraiment. Mais le vent, lui, sembla retenir ses pleurs. Adana sentit un frisson, sans savoir pourquoi. Elle ne parlait pas de destin comme Moronkeji. Elle n'avait pas d'ambition pour le palais. Mais quelque chose en elle sut, un pressentiment comme un bruit lointain dans la poitrine. Sa vie bientôt ne lui appartiendrait plus. Le lendemain, avant que le soleil ne monte haut, Adana s'éloigna discrètement du marché, son panier à moitié vide déjà. Elle connaissait parfaitement le chemin. Celui qui mène au marigot sacré, un lieu où seules les femmes ont droit de poser les pieds. Le marigot était entouré de grands arbres dont les feuilles faisaient une voûte naturelle, filtrant la lumière. L'eau y était calme, froide, et portait les confidences de toutes celles qui, depuis des générations, venaient y laver non seulement leur corps, mais leurs pensées. Le rituel silencieux des femmes. Adana posa son pagne, entra lentement dans l'eau, laissant la fraîcheur lui voler un soupir silencieux. Elle était seule. Elle croyait être seule. Un bruit, sec, bref. Un craquement discret de branches. Adana se retourna brusquement. Elle saisit une couverture de raffia, cachant instinctivement sa poitrine, prêtresse de son propre espace. Qui que tu sois. Le marigot appartient aux femmes. Avance un pas de plus, et tu en répondras. Et la voix, ce ne fut pas une voix rude, ni celle des soldats qu'elle imaginait. Non, une voix jeune, fatiguée, humaine. Je ne savais pas, pardonne-moi. Il ne s'approcha pas, il resta dans l'ombre, comme quelqu'un qui n'ose plus être vu par le monde. Elle distingue sa silhouette. Il portait des vêtements abîmés mais d'origine noble, des tissus qui n'appartenaient pas aux gens du marché. Mais Adana ne jugeait pas par les tissus. Elle regarda ses yeux, et dans ses yeux, elle vit quelque chose que peu remarqueraient. La fatigue de ceux qui ont tout, mais n'ont plus rien de vivant à l'intérieur. « Tu es malade, dit-elle simplement. Lui, hésitant, répondit. « Depuis des lunes, le sommeil me fuit. Un feu me ronge dans le ventre. J'ai consulté des guérisseurs, mais rien ne me soulage. » Adana lui tourna le dos un instant, non par mépris, mais comme pour choisir ses mots. Puis, sans quitter l'eau, elle dit « Reviens demain, à la même heure. Je parlerai à ma mère. Elle connaît les plantes et les secrets qu'on ne dit pas au roi. » Il osa poser une question. « Si tu ne viens pas,
Elle répondit avec une certitude calme, presque prophétique. Alors, c'est que le destin ne veut pas que je te sauve. Elle ignorait qu'il était le prince. Il ignorait qu'elle serait bannie pour cette rencontre. Et le marigot, ce jour-là, fut témoin de plus qu'une simple promesse. Cette nuit-là, Adana ne dormit pas. Le marigot, l'étranger, ses yeux fatigués, sa voix sans orgueil, tout cela tourna dans son esprit comme une prière sans mots. Yémizi, sa mère, la trouva assise derrière la case, les yeux perdus dans le feu mourant. « Tu as croisé quelque chose aujourd'hui. »« Je le sens, » dit-elle doucement. Adana baissa les yeux puis raconta tout. Pas avec l'excitation d'une jeune fille, non. Avec la gravité de celle qui sait que ses pas l'entraînent. Vers quelque chose d'invisible, mais définitif. Yémissi ne fut pas surprise. Elle se leva sans un mot, fouilla dans une petite calebasse tressée, en sortit des feuilles sombres, presque noires, séchées avec soin. Elle les posa dans la main d'Adana, lentement. Ces feuilles guérissent les fièvres du corps, mais elles ne suffisent pas à guérir les maladies de l'âme. Adana la fixa. Elle sentait que ce n'était pas tout. Yémissi, les yeux dans le vide, ajouta « Il faudra du sang. » Le silence. Adana sentit son cœur se contracter. « Le sang d'un animal ?» Yémissi secoua la tête. « Non. Le sang d'une vierge, mélangé à ses feuilles au moment où elle touche l'eau chaude. Alors seulement, le remède entre dans le sang de l'homme malade et lui arrache le mal. » Adana ferma les yeux un instant. Elle revit le marigot. L'eau, l'étranger. Elle sentit une étrange paix monter en elle, mêlée à une peur qu'elle accueillait presque comme une alliée. Puis elle releva la tête, droite. « Je donnerai, pas parce qu'on me l'impose, mais parce que je refuse. Que ce soit pris par un roi avide. Je choisis. À qui je donne ?» Yémissi comprit. Elle posa sa main sur le visage de sa fille, le regard brillant mais fier. « Ce soir, tu n'es plus une enfant. Tu ne seras plus jamais une fille. Ce que tu vas faire, aucune reine du palais n'en aura la force. » Et pendant ce temps, au palais, le prince Damilar, dans sa chambre malade, tourna la tête vers la fenêtre, comme si une brise lointaine lui rappelait un rendez-vous qu'aucun roi n'avait autorisé. Demain, au marigot, deux destins allaient se lier dans un secret plus puissant que les tambours des rois. Le soleil était encore jeune lorsqu'Adana marcha de nouveau vers le marigot, les feuilles sacrées serrées dans sa main, enveloppées dans un morceau de tissu. Elle marchait sans trembler, mais chaque pas portait le poids d'un choix irréversible. Le marigot, lieu de vérité. Il était déjà là. L'étranger, assis sur une pierre, le dos courbé, comme un arbre noble que la maladie avait commencé à ronger. Il ne portait pas de couronne. Il ne portait pas son rang. Il portait seulement sa fatigue. Quand il la vit approcher, il se redressa. Une lueur d'espoir fragile dans les yeux. « Bien, tu es venu !» dit-il comme s'il n'osait pas y croire. Adana ne répondit pas. Elle posa ses affaires, s'agenouilla près de l'eau, sortit les feuilles, les jeta dans un petit récipient d'argile, puis regarda l'étranger en face. Le remède ne fonctionne que si quelque chose de pur y est mêlé. Il la regarda sans comprendre. Quelque chose. Comme quoi? Elle plongea son regard dans le sien, calme, lucide, sans détour. Comme du sang, pas n'importe lequel. Le sang d'une femme. Encore intact. Le prince blanchit, mais ne recule pas. Il resta muet. Et dans ses yeux, quelque chose se brisa. Pas de dégoût. Pas de domination. Une sorte de respect instinctif, primitif. L'écho silencieux des hommes qui sentent qu'ils ne sont pas en face d'une simple fille, mais d'un choix. Le moment où le monde retient son souffle, Adana ne chercha ni à attendrir ni à dramatiser. Elle déclara avec une froide dignité « Si je donne cela au palais, ils me prendront comme un sacrifice. Si je donne cela ici, c'est mon offrande. Je préfère donner plutôt que me faire dépouiller. » Il ne répondit pas. Peut-être parce que certaines vérités ne demandent pas de réponse. Elles demandent seulement à être honorées. Sans pleurs, sans plainte, elle fit ce qu'elle avait décidé.
Elle recueillit quelques gouttes de son propre sang, les mêla aux feuilles, murmura une prière basse, pas au roi mais aux ancêtres. Puis elle lui tendit le remède, ses mains tachées du sang le plus noble qu'un royaume puisse ignorer. « Bois et ne parle pas !» Ce qu'il ressentit, le prince d'Amillar prit le bol. Il le porta à ses lèvres. Et au moment où le liquide amer toucha sa langue, il sentit le monde tourner légèrement, comme si la vie revenait, mais pas la même vie. Ce n'était pas un remède, c'était un pacte. Le lendemain, le palais résonnait déjà des tambours de sélection. Toutes les jeunes filles du royaume, tresses serrées et pagnes repassées, étaient rassemblées comme un troupeau qu'on examine avant l'offrande. Adana, elle, revenait du marigot, encore marquée par l'acte silencieux qu'elle venait d'accomplir. Mais avant même d'atteindre la maison, des gardes apparurent, armés de bâtons sculptés. Par ordre du roi. Toutes les filles doivent être présentées immédiatement. Celles qui sont en retard seront traitées comme indignes. Sa mère Yémissi, ses yeux déjà brillants d'une inquiétude qu'elle ne disait pas, serra la main d'Adana. « Ne dis rien, marche, garde la tête haute. » Elles furent amenées dans une grande cour, sous le regard du peuple. Une tente d'examen avait été dressée au centre, fermée de rideaux rouges. Les filles entraient une par une, inspectées par une matrone royale. À la sortie, un discret signe de tête signifiait « pur », ou un silence lourd signifiait autre chose. Le tour d'Adana, quand Gombo l'éclaireur prononça son nom, l'air sembla se durcir. « Adana, fille de Chinedu, avance. » Elle entra dans la tente. La matrone, une femme au regard de pierre, fit son travail, froide, mécanique. Puis, elle s'arrêta. Ses mains se figèrent. Ses yeux se levèrent lentement vers Adana. Il n'y avait pas besoin de mots. La matrone sortit seule, fit face à la foule et déclara « Non vierge ». Un choc traversa la foule suivi des murmures venimeux. « Oh !» Elle faisait pourtant la pieuse. Comme quoi, le silence cache plus que la parole. Moronkeji, présente dans la foule, s'avança avec un sourire cruel, assez fort pour que ceux autour entendent. Voilà donc la grande Adana, impure avant même d'être choisie. Le palais n'a pas besoin d'une femme qui a donné avant d'être demandée. La punition tombe. Gombo frappa son bâton. Par ordre du roi Oba Adetokunbo, cette fille, reconnue indigne, est jetée au cachot. Sa famille sera bannie au lever du soleil. Et la dignité reste droite. Les gardes saisirent Adana. Elle ne cria pas. Elle ne se débattit pas. Elle entr'ouvrit seulement les lèvres et dit une phrase que peu entendirent, mais que le destin n'oublia pas. Je ne suis pas tombé. J'ai donné. Et un jour, ce royaume comprendra la différence. À l'aube, les tambours résonnèrent, non pas pour appeler à la fête, mais pour annoncer une expulsion. Les portes du cachot s'ouvrirent dans un fracas métallique. Adana fut traînée devant le peuple, les poignets marqués, la poussière sur le visage, mais le regard clair, sans l'ombre d'une soumission. Gombo l'éclaireur, debout sur le perron, déroula la sentence. Par décret du roi Oba Adetokunbo, la fille Adana, reconnue impure et bannie. Sa famille, Chinedu, Yémissi et la petite Abéni, doit quitter le sol du royaume avant le lever du soleil. Quiconque leur offre refuge sera puni comme eux. Les habitants de Ketubassa, ceux qui partageaient le marché avec elle, ceux qui achetèrent ses feuilles, baissèrent les yeux. Pas un seul n'avança. Pas une main ne se tendit. C'était la solitude la plus cruelle, celle qui se vit publiquement. Moronkei, comme un serpent rassasié. Elle s'approcha, les hanches balayant la poussière. Regard fièrement levé, fausse compassion sur les lèvres. Je pensais que tu étais différente, Adana. Mais tu n'étais qu'une fille parmi les filles. Tu as perdu plus qu'un trône. Tu as perdu le droit de marcher la tête haute. Elle attendait une réaction, un cri, une insulte. Adana ne lui offrit rien. Elle se contenta de fixer une ligne invisible devant elle, comme si déjà ses yeux voyaient plus loin que ce village. Baba Chinedu, le dos voûté mais l'âme toujours droite, prit sa canne.
Yémizi, le visage fermé, serra contre elle la petite Abénie, qui pleurait sans comprendre. Comment les gens qui saluaient hier pouvaient détourner le regard aujourd'hui? Personne ne leur dit au revoir. Pas même ceux qui autrefois mangeaient de leurs mains. Avant de franchir le seuil du village, Adana se retourna enfin. Ses yeux balayèrent en la foule, non pas pour chercher du soutien, mais pour marquer les visages. Puis elle prononça d'une voix ferme, assez forte pour que même ceux qui détournèrent les yeux entendent. « Souvenez-vous de ce jour, vous m'avez chassée vivante. Ne tremblez pas quand je reviendrai debout. » Le soleil se levait sur un chemin sans nom, une route de poussière que personne ne revendique, là où seuls les bannis laissent leurs traces de pas. Adana marchait devant, Ike, le panier vide sur l'épaule, le regard fixe comme une lame tendue. Derrière elle, Baba Chinedou s'appuyait sur sa canne, Yémizi portait une couverture et quelques racines médicinales, et la petite Abénie, les pieds nus, traînait sans comprendre pourquoi tout le monde la regardait comme si elle portait une malédiction sur le dos. Ils s'arrêtèrent au premier village qu'ils trouvèrent. « Nous sommes juste de passage. Un coin de terre pour la nuit. » Le chef, sans même les regarder, répondit « Vous êtes ceux du décret du roi? Alors passez votre chemin. Nous ne voulons pas sa colère ici. » Porte fermée, tête tournée, ils repartirent. Ce fut le même scénario dans 3 autres villages. On ne frappe pas les bannis. On fait pire, on les ignore. Un soir, près d'un ruisseau, Adana se pencha pour boire, et une douleur fulgurante traversa son ventre. Elle se figea. Ses mains glissèrent doucement sur son ventre, et son souffle s'arrêta. Yémizi, qui sait lire les signes du corps féminin, posa une main sur l'épaule de sa fille, et comprit. « Tu portes une vie. » Adana ne pleura pas. Elle ne parla pas. Elle resta assise longtemps, le regard perdu. Non pas de douleur, mais de résolution. Elle n'avait plus seulement à survivre, elle devait protéger. Enfin, ils atteignirent Tagbassa, un village moins cruel, où un chef au regard sage, Baba Oladoyin dit simplement « Si vous travaillez, vous vivrez ici. Nous ne donnerons pas par pitié, mais nous n'écraserons pas ce que le roi a rejeté. » Ce fut assez. Baba Chinedou conseilla les jeunes sur les cultures, Yémizi soigna les malades, Abénie porta l'eau, et Adana recommença à vendre, comme autrefois. Les mois passèrent, le ventre d'Adana s'arrondit. Les gens ricanaient parfois. Une bannie, et en plus enceinte. De qui? D'un soldat? D'un voleur? Adana ne répondait pas. Jusqu'à ce soir de pluie, dans un champ abandonné, entouré seulement de Yémizi sous un ciel sans toit, l'enfant vint au monde, dans un cri qui fendit la nuit. Un garçon, calme, les yeux grands ouverts. Elle le nomma Iféani. Rien n'est impossible à Dieu. Le village d'Agbassa avait offert un abri, mais pas le respect. Adana vendait au marché, Iféani attaché sur son dos, les mains agiles, le regard droit. Mais les langues du village étaient plus tranchantes que les machettes. Un groupe de femmes passa devant son étal un matin, leurs pagnes claquant comme des drapeaux de vanité. La voilà la reine de la poussière, avec son fils sans nom. Elle a osé affronter le roi, et la voilà à vendre des feuilles encore. Même les chiens du palais ont un père connu. Elles rires étouffés, regards levés au ciel, satisfaites de leur cruauté partagée. Adana ne répond pas, mais quelque chose change en elle. Elle ne pleura pas, ne jeta pas les feuilles, ne supplia pas. Mais dans ses yeux, une décision se forgea, solide, froide, irréversible. Elle regarda son fils, et sut, ici il ne grandirait pas en homme, mais en cicatrice vivante. Ce soir-là, elle s'assit près du feu, Yémizi préparant quelques herbes, Baba Chinedou silencieux, Abénie jouant près d'un vieux mortier, encore pleine d'espoir d'enfant. Adana parla, clarté, froidement. « Je pars, vers Oladu. Je ne veux pas élever mon enfant dans un lieu où chaque regard lui répète qu'il
est née dans la honte. Yémissi la regarda, longtemps, puis elle dit simplement « Une femme devient oiseau. Le jour où son nid cesse de la protéger, va, et ne baisse jamais la tête. » Baba Shinedu posa la main sur le bâton qu'il avait tenu toute sa vie. Et avec une lenteur digne, il dit « Si un jour on prononce ton nom avec respect, ne renie jamais ce chemin de poussière. C'est lui qui t'a couronné. » Adana ne pleura pas. Elle serra Ifeani contre elle, regarda les flammes danser, et au lever du jour sans tambour, elle partit seule, vers la ville. Oladu n'accueillait personne. Elle engloutissait, testait, avalait, et ne rendait que les plus tenaces. La ville ne ressemblait pas au village. Il n'y avait pas Dieu qui juge. Il y avait pire, l'indifférence. Les foules passaient en bousculant, les vendeurs criaient, les enfants couraient en fouillant les poubelles. Les charbons brûlaient les narines, les casseroles tintaient, et personne ne demandait ton nom. Adana entra dans Oladu comme on pénètre dans une bête vivante. Ifeani, attachée sur son dos, regardait avec ses grands yeux silencieux, absorbant la violence du monde sans pleurer. Elle marcha jusqu'à la fin du jour, cherchant au moins un coin d'ombre pour déposer l'enfant. Mais à chaque fois, on lui disait « Si tu ne paies pas, tu ne restes pas. » C'est près d'un carrefour, là où la viande grésille sur les braises, que son destin changea encore une fois. Le patron du maquis, un homme robuste à la voix dure mais au regard honnête, la vit debout, le dos trempé de sueur mais le regard sec. « Tu veux de l'eau ?» dit-il. « Je n'ai rien à payer, » répondit-elle. Il la fixa, intrigué par cette absence totale de honte ou de servilité. « Tu peux servir ici, pas de salaire pour commencer. Juste assez de reste pour toi et le petit. Si tu tiens, tu restes. » Elle ne demanda pas plus. Elle hocha la tête, sans sourire, sans humilité excessive. « Je servirai. Je rangerai après tout le monde. Je dormirai près des sacs de manioc. Et c'est assez. » Les jours suivants, Oladu la regarda et comprit qu'elle n'était pas de celles qui plient. Elle portait les plats comme on porte une couronne invisible. Elle resserrait les pagnes brûlants de cuisine comme on serre une épée. Elle écoutait sans répondre aux moqueries des clients, mais son silence faisait taire plus d'une bouche. Le maquis devint son royaume de poussière, et les habitués commencèrent à parler. La nouvelle, là, elle ne quémande pas. Elle travaille comme si elle avait fait un serment. Il ne savait pas qu'elle en avait fait un. La nuit, en murmurant à Ifeani, « Tu ne grandiras pas dans la honte. Je te le jure. » Un midi brûlant, la fumée des braises montait dans le maquis, épaisse et piquante, couvrant de suie les bras d'Adana. Elle servait sans un mot, Ifeani assoupie contre son dos, quand un bruit inhabituel s'éleva au loin. Des sabots de chevaux, des roues renforcées. Et un rythme militaire. Les clients du maquis s'arrêtèrent de mâcher. Même les mouches semblèrent hésiter en plein vol. Le convoi entre dans Oladu. Kofi, fier, guidait la première charrette, assis bien droit, son manteau marqué de l'emblème royal. À ses côtés, Moronkeji, paré comme une reine fabriquée, pagne éclatant, collier trop brillant, le menton levé comme si la ville entière devait s'incliner devant elle. Et derrière eux, un palanquin fermé, le prince d'Amilar. Le maquis observe. Le patron du maquis, inquiet, posa son pilon. Une caravane du palais. Ici, murmura-t-il. Adana ne leva pas la tête. Elle continua de servir, comme si aucune caravane au monde ne pouvait détourner sa mission. Moronkeji descend. Elle saute de la charrette, ses bracelets tintants, et avance d'un pas théâtral. Savourant l'attention des gens, elle tourne, cherche, puis ses yeux s'arrêtent sur elle. La serveuse, dont la posture est droite, même couverte de sueur et de braise. Un sourire venimeux naît sur ses lèvres. Et regardez-moi ça. La fille bannie a trouvé refuge dans les casseroles des ivrognes. Même la ville ne t'a pas élevé. Elle t'a laissé où tu mérites, dans la poussière. Quelques rires nerveux fusent.
Adana ne répond pas. Elle essuie une calebasse, pose une assiette, comme si ces mots n'étaient que du vent. Moronkeji insiste. Elle cherche la scène. Alors, Adana, même ici, tu ne demandes pas pardon? Elle espère une réaction. Elle veut un éclat. Elle veut du sang sur la dignité. Mais Adana ne lui offre rien. Elle dit simplement « Je ne suis pas venu ici pour être vu. Je suis venu ici pour vivre. » Kofi ricane. Et ajoute la cruauté. « Et ton enfant? Né dans les herbes. Qui est son père? Un passant? Ou quelqu'un qui a eu pitié de toi? » Les clients retiennent le souffle. Et soudain, une voix d'enfant éclate. « Laissez ma mère tranquille. » Ifeani, debout, les poings serrés, les yeux brûlants du même feu que sa mère, se poste comme un soldat miniature. Moronkeji éclate de rire. Même son bâtard sait défendre la honte. La scène se tend. Le destin approche. Car dans le palanquin, le prince a entendu. Moronkeji ricanait encore, savourant l'humiliation qu'elle croyait infliger, quand un mouvement subtil fit taire tout le maquis. Le rideau du palanquin s'écarta. Le prince descend, Damilare, vêtu sobrement mais avec cette aura que même la maladie passée n'avait pas effacée, posa le pied au sol. Le silence fut immédiat. Il avança pas après pas, sans dire un mot, ses yeux balayant le lieu, cherchant quelque chose, ou quelqu'un. Moronkeji, fier, s'apprêtait déjà à parler, pour lui montrer la servante qu'il devait voir. Mais il ne la regarda même pas. Le prince voit. Ses yeux s'arrêtèrent sur la scène. Une femme droite, tenant un plateau. Pas de tremblement, pas de honte, pas de sourire non plus. Juste une paix dure comme le fer. Et un enfant debout devant elle, comme un petit gardien. Son cœur battit plus vite. Il ne la reconnut pas encore. Par son visage, mais quelque chose en lui, sentit le marigot. Il s'avance vers Ifeani. Les gardes voulurent intervenir, mais Damilar leva la main, et tout le monde se tut. Il se mit à genoux, à la hauteur de l'enfant. « Comment t'appelles-tu » Ifeani, fier comme un prince déjà, répondit. « Je suis Ifeani, fils d'Adana, et je n'ai pas honte de mon nom. » Un souffle, comme un souvenir, Damilare tressaillit. Il répéta très bas, presque pour lui-même. « Ifeani » Ce mot, il l'avait entendu, sur les lèvres d'une femme au marigot. Le jour où elle a dit « Ce que je donne », je ne le reprends pas. Le destin parle sans voix. Adana, enfin, leva les yeux vers lui, et leurs regards se croisèrent. Ce n'était pas une reconnaissance. C'était un réveil, comme si deux mémoires se reconnectaient, non par la logique, mais par le destin. Moronkeji voulut parler. Kofi voulut agresser. Les clients retenèrent leur souffle. Et le prince murmura doucement. « Et toi ?» La nouvelle se propagea aussi vite qu'un feu dans l'herbe sèche. Le prince a trouvé la bannie. Il l'a faite monter dans le convoi. Il la ramène au palais. Cette fois, Adana n'était pas traînée en corde. Elle marchait. Ifeani à ses côtés, tenant son doigt sans trembler, comme un petit prince silencieux, et Damilar à la tête du convoi, ne quittant plus Adana des yeux, comme si le monde autour n'existait plus. Aketu Bassa, le roi Oba Adetokunbo, déjà averti, se tenait debout sous la grande arche, entouré des anciens, des gardes et des femmes du marché, toutes celles qui avaient baissé les yeux le jour du bannissement. Les tambours ne battaient pas comme pour une fête. Ils battaient lentement comme pour annoncer un jugement. Mais cette fois, un jugement inversé. Adana franchit la porte du palais, la même porte de pierre qu'il avait vue sortir enchaînée. S'ouvrit cette fois devant elle, sans un bruit. Les gardes s'écartèrent. Les femmes du marché baissèrent la tête. Même le vent sembla vouloir se faire plus discret. Damilar, devant le roi, le peuple, les anciens, déclara « Père, tu m'as ordonné de trouver une femme digne. Et je l'ai trouvée, pas dans les soies du palais, mais dans la cendre du bannissement.
les mots qui coupent plus fort qu'une épée, il se tourna vers le peuple entier. Celle que vous avez appelée impure, cette femme, m'a sauvé. Elle a donné son sang. Quand vous demandiez seulement ce que vous pouviez prendre. Un murmure secoua la foule, les visages changèrent, des bouches se fermèrent, des yeux se remplirent de honte. Le roi, face à ce qu'il a rejeté, Oba Adetokunbo, figé, regardait Adana, Ifeani, puis son fils. Il sentit son pouvoir vaciller, non par la force, mais par la vérité nue. Et ce jour-là, le roi comprit que sa couronne pesait moins que la dignité de cette femme. Il s'avança, et ce que personne n'aurait osé imaginer se produisit. Le roi plia le genou. Le genou du roi toucha la terre, et le royaume entier suffoqua de silence. On avait vu des reines agenouillées, on avait vu des prisonnières agenouillées, mais jamais un roi. Le roi parle, non pas comme un souverain, mais comme un homme devant la vérité. Oba Adetokunbo, la tête baissée, dit clairement devant tous: « J'ai puni la justice en croyant défendre le trône. J'ai banni celle qui devait régner. Et j'ai appelé impur ce que le ciel avait sanctifié. Aujourd'hui, je demande pardon. » Adana, celle qui ne plie pas. Toutes les femmes attendaient qu'elle tombe à genoux aussi. Mais Adana ne bougea pas. Elle ne manquait pas de respect. Elle prête son rang, celui que personne ne lui avait donné, mais qu'elle avait conquis. Elle dit calmement: « Je n'ai jamais demandé un trône. Je n'ai jamais cherché un nom. Je voulais seulement ne pas mourir dans la honte. Mais si je dois porter une couronne, ce sera pour que plus aucune femme ne soit jugée avant qu'on ait écouté son histoire. Le mariage, non pas une récompense, mais une réparation. » Les tambours sonnèrent. Pas de fête tapageuse. Pas de danse pour étouffer la vérité. Ce jour-là, le mariage royal se fit avec la dignité d'un serment. Damilar, à côté d'Adana, ne lui prit pas la main comme on prend possession. Il lui tendit la main comme on rejoint une égalité. Ifeanè fut officiellement proclamé fils du royaume, futur héritier non par naissance de palais, mais par courage né dans la poussière. Aujourd'hui, dans les marchés, les conteurs tapent sur leurs tambours et disent: « Souvenez-vous d'Adana, la fille bannie, celle du marigot, celle du cachot, celle du maquis, celle qui n'a pas crié quand on l'a jetée dehors. Mais qui a parlé quand il fallait que le royaume entende? Et quand une fille du village doute de sa valeur, on lui chuchote: « Tu n'es peut-être pas née princesse, mais si tu marches droite comme Adana, c'est le trône qui viendra à toi. »